Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler d'un chant de Noël de Charles Dickens. C'est parti, générique. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé sur la chaîne YouTube une vidéo sur le péché capital de l'avarice. J'ai également parlé de la cupidité. Dans cette dernière, j'ai mentionné un ouvrage que j'affectionne particulièrement. Il s'agit d'un chant de Noël, parfois appelé un conte de Noël, rédigé par Charles Dickens et publié en décembre 1843. Ça a également été illustré par John Leeks. Alors, un chant de Noël, c'est une œuvre majeure qui a irrigué un pan entier de la culture populaire, mais également de notre inconscient collectif. Et c'est pour ça qu'il faut analyser ce texte, car il contient en son sein beaucoup de symboles et de messages cachés. Dans cette vidéo, je vais dans un premier temps divulgacher toute l'intrigue d'un chant de Noël. C'est pour ça que je vous invite à le lire. C'est assez court, ça se fait en une après-midi. Et dans une seconde partie, je vais analyser les idées qui sont développées dans ce conte qui est juste extraordinaire. Il faut savoir que ce dernier se divise en 5 parties différentes qui sont en réalité les chapitres qui rythment l'histoire. L'action prend place pendant l'époque victorienne. C'est la veille de Noël, il fait froid et il y a beaucoup de brume. On suit le protagoniste majeur qui est Ebenezer Scrooge, un homme austère qui déteste Noël et faire preuve de charité parce qu'il est particulièrement avare. C'est un usurier de métier, il prête de l'argent aux commerçants du coin et ces derniers doivent ensuite le rembourser avec des taux d'intérêt juste énormes. Autrefois, Scrooge avait un associé qui s'appelait Jacob Marley, pas Bob Marley, Jacob, et il est décédé il y a de cela 7 ans. Ça fait 7 années qu'il est mort et que Scrooge est désormais à la tête de son entreprise d'usurier. Scrooge décide d'aller à son bureau et il voit son seul et unique employé, Bob Cratchit. Ce dernier ne gagne absolument rien, seulement 15 shillings alors qu'il se tue à la tâche. Et Bob, il est un peu gêné parce qu'il doit demander à Scrooge un jour de congé pour qu'il puisse aller fêter Noël dignement avec sa famille. Scrooge accepte à contre-cœur parce qu'il n'a pas trop le choix, mais il dit à Bob que de toute façon le travail qui a été perdu sera rattrapé. Il va devoir faire des heures supplémentaires. Alors qu'il se trouve dans son bureau, il reçoit la visite de son neveu, Fred, qui est particulièrement aisé, mais lui par contre, il adore Noël et il adore faire preuve de charité. C'est un homme bon, un peu comme Bob, qui lui par contre est pauvre. Mais les deux adorent Noël, il n'y a que Scrooge qui déteste par contre cette fête. Chaque année, Fred propose à Scrooge de venir à sa maison pour fêter Noël en famille, puisque Scrooge a seulement un lien avec Fred. Toute sa famille est décédée, et notamment sa sœur, qu'il aimait pourtant énormément. Et c'est pour ça que d'ailleurs il n'aime pas trop Fred, parce que ça lui rappelle sa sœur décédée, etc. Donc Scrooge, une fois de plus, refuse l'invitation de son neveu. Ce dernier repart alors bredouille, mais il va y avoir également une association qui vient voir Scrooge pour lui demander de donner un peu d'argent pour les plus miséreux, pour les nécessiteux, et là encore, Scrooge les envoie balader. Scrooge décide de quitter le travail, il va manger dans une taverne pour ensuite rentrer chez lui et se coucher. Et alors qu'il s'apprête à dormir, il reçoit une visite assez inattendue. Il s'agit du fantôme de son ancien associé, Jacob Marley. Il est particulièrement pâle et surtout il est entravé de chaînes. C'est pour symboliser son avarice. Jacob explique alors à Scrooge qu'il a vécu la damnation éternelle, qu'il est toujours en train de la vivre parce qu'il a fait preuve d'avarice toute sa vie et il souhaite prévenir Scrooge que si ce dernier ne change pas son comportement, il lui arrivera la même chose. Et surtout, la société tout autour va être impactée par le mauvais comportement de Scrooge et surtout sa misanthropie. Par conséquent, Jacob lui explique qu'il va recevoir la visite de 3 fantômes différents dans la nuit, que ces derniers vont montrer à Scrooge des choses différentes et qu'il espère qu'il prendra par la suite les bonnes décisions. Scrooge, il en a rien à foutre, il veut juste aller dormir, il pense qu'il divague, qu'il hallucine ou qu'il rêve et il croit absolument pas ce que lui dit son ancien associé dans sa forme fantomatique. Scrooge se couche alors et soudain il reçoit la visite du premier fantôme. Il s'agit du fantôme des Noëls passés. C'est un enfant qui est baigné de lumière. Et ce fantôme-là va remonter le temps pour montrer à Scrooge 4 Noëls différents qu'il a passés
autrefois et qui étaient assez différents parce que certains étaient joyeux et d'autres non. Le premier Noël, c'est Scrooge qui était seul dans son pensionnat et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui il est assez taciturne, voire misanthrope. Le deuxième, c'est lorsque sa sœur, qu'il aimait particulièrement, est venue à sa rencontre pour que justement ils aillent fêter Noël en famille. Le troisième, c'est lorsqu'il avait fait particulièrement la fête, lorsqu'il était normal, entre guillemets, qu'il n'avait pas de problème avec l'argent. Et le quatrième, c'est le plus triste, c'est quand sa fiancée a décidé de rompre parce que Scrooge avait un problème avec l'argent. Il avait commencé sa carrière d'usurier et qu'il était obsédé par l'accumulation d'argent et il devenait particulièrement avare. Revivre ça, c'est très difficile pour Scrooge parce qu'il y a des beaux souvenirs, mais il y a aussi des souvenirs très pénibles. Il les a trop longtemps mis de côté, c'était profondément enfoui et on comprend mieux à ce moment-là pourquoi il est aujourd'hui comme ça. Le fantôme veut lui montrer encore et encore les souvenirs, mais c'est beaucoup trop dur pour Scrooge, il le supplie d'arrêter et il décide d'éteindre le fantôme. Par la suite, Scrooge va recevoir la visite d'un autre fantôme. Il s'agit du fantôme des Noëls présents. C'est un géant, il est particulièrement grand, il a une longue robe, il a une belle barbe. En soi, il ressemble à Dionysos, d'autant plus qu'il a une corne d'abondance. Le but de ce fantôme, c'est de lui montrer à quel point Noël est une belle fête où règne la communion, le partage, où on est en famille ou entre amis. Donc il l'emmène sur des marchés de Noël, il l'emmène dans différents lieux où des gens fêtent Noël, où il y a cette notion de communion, de partage, de repas, mais surtout il va l'emmener dans deux endroits différents extrêmement importants. Le premier lieu, c'est le domicile des Cratchit. Donc là, Scrooge peut voir le domicile de Bob, son employé, et il ne peut qu'apercevoir qu'ils vivent dans la misère, que Bob essaye de faire du mieux qu'il peut. Il a utilisé ses 15 shillings, son maigre salaire, pour pouvoir offrir à sa famille un repas, certes, qui est maigre, qui n'est pas extraordinaire, on n'est pas du tout dans l'abondance, mais au moins il a fait ce qu'il pouvait. Et tout le monde est heureux parce que tout le monde est reconnaissant. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que la famille décide de porter un toast à Scrooge alors que ce dernier est un immense connard et qu'il ne le mérite pas. Mais les Cratchit, eux, par contre, ce sont des gens reconnaissants et ils savent que cet argent est issu de Scrooge, donc ils crachent pas dans la soupe. C'est aussi à ce moment-là que le fantôme des Noëls présents montre à Scrooge que le fils de Bob, Tiny Tim, est malade. Et le problème, c'est que la famille n'a pas suffisamment d'argent pour qu'il puisse se soigner. Donc, Tiny Tim risque de mourir. Et c'est à ce moment-là que Scrooge est particulièrement impacté parce qu'il ne peut qu'apercevoir que ses décisions, et notamment sa pingrerie, ça cause un impact direct sur cette famille qui est pourtant remplie d'un certain nombre de valeurs. Ce sont en fait des anti-Scrooge en quelque sorte. Par la suite, le fantôme l'emmène chez son neveu Fred, qu'il avait pourtant invité. Et là encore, il voit que c'est la fête et d'ailleurs on parle de lui, on parle de Scrooge, on dit à quel point c'est dommage qu'il ne soit pas là, etc., etc. Et ça, forcément, ça lui fait prendre conscience de certaines choses. C'est aussi à ce moment-là que Scrooge se rend compte qu'il y a sous la robe du fantôme des Noëls présents deux enfants qui se cachent, à la fois ignorance, c'est le garçon, et misère ou besoin, ça dépend des traductions, qui est la fille. Ces enfants sont difformes, ils sont particulièrement laids, et Scrooge est mal à l'aise à l'idée de les regarder. Il ne comprend pas en fait qu'est-ce qu'ils font là. Et le fantôme lui explique que en fait, c'est tout simplement la conséquence de l'humanité qui fait preuve d'égoïsme, qui a décidé de mettre de côté la charité et l'aide envers les plus démunis, et que ça existe. Certes, c'est désagréable à regarder, on n'a pas envie de voir ça, mais c'est là, c'est la création de l'humanité, il faut l'accepter. Et Scrooge est mal à l'aise avec cette vision de ces deux enfants difformes parce que ça lui renvoie à son côté le plus sombre, ça lui renvoie donc à ses propres failles. Enfin, pour terminer la nuit, Scrooge va recevoir la visite d'un dernier fantôme. C'est celui qui est le plus malsain. Déjà, il ne parle pas, il a un capuchon et on dirait l'allégorie de la mort. Il ressemble à la faucheuse. Il est particulièrement lugubre et Scrooge, à partir de ce moment-là, il comprend que le ton va être différent des deux premiers fantômes. Celui-là, il va l'amener dans différents endroits. Tout d'abord à la City, à Londres,
où il y a des financiers et des hommes d'affaires qui discutent à propos de la mort d'un vieil homme qui a accumulé des richesses, mais dont tout le monde se moque éperdument. En plus du fait que certains se moquent complètement de sa mort, d'autres s'en réjouissent parce qu'ils avaient des dettes envers cet homme et désormais ils sont plus obligés de les payer. Scrooge, à ce moment-là, il comprend pas qu'on parle de lui, ça paraît pourtant évident, mais c'est parce qu'il le refoule. Pour lui, c'est beaucoup trop dur de se dire que les gens se réjouissent de sa mort ou que ça provoque l'indifférence généralisée. Le fantôme va lui montrer que les gens aussi se partagent ses affaires, se battent pour ses biens, alors qu'en réalité, il ne le connaissait même pas. Mais surtout, le fantôme va lui montrer quelque chose de particulièrement choquant. Il s'agit de la mort de Tiny Tim. Et oui, il n'a pas pu se faire soigner de sa maladie car sa famille n'avait pas d'argent et il est décédé des conséquences de cette maladie. Et son père est forcément dévasté. Et là, ça impacte grandement Scrooge parce qu'il voit directement que sa pingrerie, son avarice a des répercussions sérieuses. C'est un futur qui est possible, qui est certes hypothétique, mais si Scrooge ne change pas, c'est ce qui va se passer. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est le fantôme qui va montrer à Scrooge sa tombe directement. C'est à ce moment-là qu'il comprend que le vieil homme dont tout le monde parlait depuis le début, c'était lui, et Scrooge implore le fantôme, il lui demande pardon, il lui dit qu'il est prêt à faire des efforts, à changer complètement son mode de vie pour ne pas que le petit meure parce que ça l'a particulièrement impacté. Et là, le fantôme s'évapore et Scrooge se réveille. Au moment du réveil, il sort directement de chez lui, il demande à un jeune garçon devant quel jour on est. Le garçon lui répond qu'on est Noël et Scrooge va directement acheter de la nourriture, il va la partager, l'offrir à plein de gens, il va souhaiter joyeux Noël à toutes les personnes qu'il va rencontrer. À la fin de la journée, il décide d'aller voir Fred pour fêter Noël avec ce dernier et le lendemain, quand Bob retourne au travail, il lui dit qu'il va complètement changer, il va lui donner une augmentation et ils décident de manger tous les deux au bord de la cheminée. On comprend également à la fin du texte que Tiny Tim n'est pas mort finalement et que Scrooge va s'en occuper, ça va être en quelque sorte son parrain. Et c'est comme ça que se termine un chant de Noël de Charles Dickens avec un Scrooge qui est apaisé, qui désormais fait preuve de bonté, de charité et d'altruisme. Maintenant que j'ai divulgaché la totalité de l'intrigue, il convient d'analyser tout ceci en détail. Tout d'abord, Charles Dickens a écrit le manuscrit en seulement 6 semaines. Ça peut paraître peu, très court, mais en réalité, ça a été un exercice très dur et laborieux pour lui, parce que un chant de Noël peut paraître extrêmement simple, c'est un conte quasi enfantin, mais il y a des messages cachés et une symbolique très forte tout au long de sa lecture. En effet, beaucoup affirment que Charles Dickens serait l'inventeur, le père fondateur de la fête de Noël comme on la connaît aujourd'hui, dans sa version moderne qui s'est petit à petit éloignée de la religion au fil des siècles, puisque de base on fêtait Noël pour célébrer la naissance du Christ. Donc Dickens est perçu comme celui qui a popularisé le Noël comme on le connaît, avec les sapins, les décorations, la nourriture et les rencontres familiales. C'est en partie vrai, mais il convient de nuancer le propos. Pourquoi? Parce que de base, la plupart des archétypes, des symboles qui sont propres à Noël viennent soit d'Europe de l'Est, c'est le cas par exemple du sapin qui vient de Lettonie et de l'Estonie, mais c'est également le cas du casse-noisette qui vient d'Allemagne. Donc en réalité, la plupart du temps, la plupart des traditions que l'on connaît aujourd'hui de Noël viennent soit des pays de l'Est, soit de l'Allemagne. Avec le temps, ces traditions-là sont arrivées en Angleterre pendant l'ère victorienne et ces traditions ont été popularisées à la fois par la reine Victoria, mais également par son mari Albert qui venait justement d'Allemagne. Et lorsque Dickens a écrit Christmas Carol, donc un chant de Noël, il y avait l'apparition déjà à ce moment-là de ces symboles. Mais vu que le texte a bénéficié d'un immense succès populaire, notamment parce qu'il y avait de très belles illustrations, ça fait que, en parallèle, Dickens a popularisé une nouvelle façon de fêter Noël, et surtout dans le monde anglo-saxon. Donc d'abord en Angleterre, mais ensuite dans tout le Commonwealth et également aux États-Unis. Ces traditions sont arrivées donc dans le monde anglophone, dans le monde anglo-saxon,
pour ensuite se répercuter en France. Léo Strauss a d'ailleurs analysé l'arrivée de Noël comme on le connaît aujourd'hui en France. C'est à peu près à partir des années 50-60 parce qu'il affirme qu'au début, il y avait une véritable réticence face à ce Noël américanisé, mais que très vite, par contre, d'une manière assez surprenante, les Français ont très vite adopté cette nouvelle façon de fêter Noël. Mais on peut noter un paradoxe qui est extrêmement intéressant, c'est que Charles Dickens s'est présenté comme l'inventeur de la fête de Noël, comme on la connaît aujourd'hui, alors que pourtant, son œuvre, Un chant de Noël, a une matrice chrétienne. Il y a des symboles en lien avec la chrétienté tout au long du texte. On peut en citer plusieurs. Tout d'abord, le fait qu'il y a la notion de charité, d'aider son prochain, d'aider les plus démunis, ce qui est à la base même du christianisme et du message du Christ. Ensuite, on retrouve la figure de Jacob Marley, qui a subi la damnation éternelle à cause du péché de l'avarice. Il a des chaînes tout autour de lui, c'est pour symboliser sa difficulté lors de son vivant à donner son argent. Il est emprisonné par rapport au fer, par rapport à l'argent qu'il ne voulait pas donner. Donc il y a cette symbolique de la damnation éternelle et du fait qu'il va devoir payer pour toujours le péché qu'il a commis tout au long de sa vie. Il y a également la présence des trois fantômes. Ils sont trois, c'est la Trinité. Ils sont d'ailleurs complémentaires. Ils ne forment qu'une seule et même entité, c'est le temps en règle générale, puisqu'on a le fantôme du passé, du présent et du futur. Et d'ailleurs, le parcours de Scrooge lui-même, c'est une rédemption, c'est un chemin de croix. Il est obligé de faire pénitence par rapport à ses péchés, à son avarice, sa misanthropie et sa détestation des autres, pour au final réembrasser certaines valeurs qu'il avait trop longtemps occultées. C'est-à-dire qu'il y a cette notion qu'il vaut mieux tard que jamais, parce qu'en soi, Scrooge, il lui reste pas très longtemps à vivre, surtout à l'époque de l'ère victorienne où l'espérance de vie n'était pas dingue, mais au moins à la fin de sa vie, il décide de se rattraper, de faire sa rédemption. Il faut également noter qu'un chant de Noël de Charles Dickens contient en son sein des éléments qui appartiennent plutôt à l'univers gothique, notamment la présence des fantômes. Quand on lit un chant de Noël, on a parfois l'impression de faire face à une nouvelle d'Edgar Allan Poe, notamment le corbeau, même si le corbeau est une figure maléfique, tandis que les fantômes ont un attrait beaucoup plus positif dans un chant de Noël de Charles Dickens, car ils veulent juste que Scrooge puisse trouver une forme de rédemption et qu'il puisse faire pénitence par rapport à son avarice et à sa misanthropie. Chaque fantôme a un rôle déterminé et ce rôle va être complété par celui d'un autre fantôme. Si on analyse par exemple le premier, le fantôme des Noëls passés, c'est une forme d'allégorie de la lumière. Il est là pour apporter la lumière sur certains événements. Il montre à Scrooge des événements qu'il avait oubliés au fin fond de sa mémoire ou de son cœur, des éléments obscurs qui ont pu l'impacter. Et lui, ce fantôme-là, a pour rôle de mettre la lumière sur ces événements pour que Scrooge puisse se souvenir, qu'il tire des leçons du passé. Le passé ne peut pas être rattrapé, le fantôme ne lui propose pas de modifier le passé, il n'en est pas capable, mais il lui montre ce passé-là pour qu'il y ait une sorte de prise de conscience chez Scrooge et qu'ensuite il puisse impacter positivement à la fois le présent et le futur. Donc ce fantôme-là a un rôle de mettre en lumière des événements qui ont été trop profondément enfouis dans la mémoire de Scrooge. Ensuite, on a le deuxième fantôme, celui du présent, qui représente l'abondance, qui représente la fête qui peut même avoir lieu quand il y a un manque de moyens, parce que ce qui compte, c'est d'être ensemble, c'est d'être réunis. Certes, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, certes, on n'a pas une grande table, mais ce qui compte, c'est d'être ensemble. Et Scrooge se refuse ce bonheur-là, il veut passer ses Noëls seul, parce qu'il est taciturne, il déteste tout le monde, il déteste Noël, alors qu'il passe à côté de quelque chose, et que, à force de ne rien faire à Noël, ces Noëls de l'instant présent vont finir dans le passé. Et là, ça sera jamais rattrapé, il ne pourra jamais revenir en arrière. Donc ce fantôme-là a pour but de faire prendre conscience à Scrooge qu'il rate quelque chose, qu'il rate des moments merveilleux, tout ça à cause d'une posture parce qu'il refuse de tirer des leçons du passé. Et enfin, on a le dernier fantôme qui est peut-être même le plus important parce que c'est celui qui fait prendre conscience à Scrooge d'un certain nombre de problèmes et ce fantôme-là lui montre un futur qui est plausible, qui est hypothétique, c'est-à-dire que si Scrooge ne change pas son fusil d'épaule, s'il ne décide pas de réembrasser certaines valeurs, c'est le futur qui va se produire et c'est celui qui notamment va causer la mort de Tim. Scrooge a besoin des leçons du passé
les appliquer au présent pour transformer son futur. Il y a une idée qui est extrêmement intéressante dans Un chant de Noël de Charles Dickens, c'est la logique de la boucle temporelle. Je m'explique. Scrooge voit le futur particulièrement néfaste qui l'attend s'il ne décide pas de changer de comportement. Par contre, Scrooge lui-même a subi le cycle suivant, c'est-à-dire que lui-même a connu la misère, lui-même a connu la solitude, c'est-à-dire qu'il a fait de l'argent par la suite, mais il avait connu cette misère originelle, et au lieu de lutter contre cette dernière, notamment en faisant preuve de charité et en donnant son argent à des œuvres, il décide de maintenir cette misère en ne faisant rien. Et c'est comme ça qu'en réalité, il arrive à des futurs particulièrement sombres. Or, là, les fantômes lui donnent la possibilité de briser ce cycle infernal en disant non, je vais changer mon comportement et à partir de ce moment-là, c'est un futur plus radieux qui l'attend. Donc en réalité, Scrooge a brisé ce cycle infernal qui était celui de ne penser qu'à soi parce que nous-mêmes, on avait connu la misère, qu'on avait gagné de l'argent et que par conséquent, on n'a pas envie de se retrouver de nouveau pauvre et c'est pour ça que Scrooge faisait sûrement preuve d'avarice. C'est parce qu'il avait peur de se retrouver dans une situation qu'il avait lui-même connue. Mais là, en faisant ce qu'il a fait, c'est-à-dire en changeant de comportement, il brise ce cycle infernal. Il faut également comprendre que Dickens était très attaché à des problématiques d'ordre social. On retrouve ça dans la plupart de ses textes, notamment dans Oliver Twist, et c'est une idée qui est omniprésente dans Un chant de Noël. C'est-à-dire que Charles Dickens avait beaucoup de mal avec ceux qui gagnaient beaucoup d'argent et qui décidaient de ne pas faire preuve de charité. Attention, Dickens n'était pas dans une logique manichéenne où tous les riches étaient des immenses salopards. Non, parce qu'on voit dans Un chant de Noël qu'il y a des personnes aisées qui font preuve de charité. C'est notamment le cas de Fred, qui est le neveu de Scrooge, qui lui, certes, a de l'argent, mais qui par contre utilise son argent pour faire le bien. Donc il n'y a pas un manichéisme de bas étage. D'ailleurs, on voit que dans Un chant de Noël, il y a des personnes pauvres qui peuvent être méchantes. C'est ce qu'on voit notamment avec ceux qui se réjouissent de la mort de Scrooge. Il faut souligner que Charles Dickens a écrit Un chant de Noël dans un contexte bien particulier, celui de la révolution industrielle qui s'est déroulée au 19e siècle en Angleterre, où il y a eu un besoin très important d'ouvriers, de bras, il y a eu un exode vers les villes, et ce sont les hommes, et notamment les enfants également, qui travaillaient. Et les enfants travaillaient autant que les adultes, avec des heures complètement délirantes, et vu qu'ils étaient petits, parfois, ils devaient réparer des machines, rentrer dans des endroits exigus, ou même ils devaient travailler directement à la mine. Ainsi, il y avait des conditions sociales particulièrement pénibles en Angleterre, et il faut rappeler que Karl Marx a vécu pendant des années en Angleterre avant d'écrire Le Capital. Donc il avait vu tout ça. Il avait vu à quel point certains patrons pouvaient aller très loin dans la soumission envers leurs employés, qui faisaient des heures pas possibles, un travail particulièrement pénible, et leur santé était de facto impactée, surtout celle des enfants. Pour comprendre Un chant de Noël, il faut également signaler qu'il y a une part autobiographique, puisque Charles Dickens a vécu une forme de misère, car à l'âge de 12 ans, son père a été arrêté, il avait des dettes beaucoup trop importantes. Charles Dickens a dû vendre des livres qui lui appartenaient, alors que c'était des objets très précieux pour lui, et il a dû travailler dans une manufacture de cirage. Donc tout ça, ça a impacté Charles Dickens, il a connu la misère, il a connu le travail en étant particulièrement jeune, et c'est pour ça que l'on retrouve cette idée tout au long d'Un chant de Noël, notamment avec les deux enfants difformes, qui représentent ce que l'humanité a créé, c'est-à-dire à la fois la misère et l'ignorance. Et d'ailleurs aujourd'hui, la plupart des SDF, ce qui les choque le plus, c'est que en réalité, ce n'est pas que les gens ne leur donnent pas d'argent, c'est le fait qu'il y a une indifférence. Personne ne leur dit bonjour, ils sont comme invisibles. Et ça, c'est particulièrement dur. Donc, c'est cette notion d'ignorance et de misère qui sont juxtaposées. On ignore la misère que l'on a créée, on la met de côté et ça nous intéresse que trop peu. Alors, bien sûr, on peut dire que Scrooge, il décide de retourner sa veste parce qu'au départ, il ne veut pas changer et c'est parce que les fantômes lui montrent le futur qu'il décide de changer son fusil d'épaule. En soi, on pourrait dire que c'est trop
trop simple. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 3 fantômes qui vont venir une nuit pour montrer le futur, le passé, etc., pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos fantômes à nous, ceux qui vont nous donner les avertissements, c'est en fait l'œuvre de Dickens, voire c'est Dickens lui-même. C'est-à-dire qu'il faut rappeler une donnée essentielle. Ce texte est aussi un conte. Charles Dickens était très attaché à la notion de famille, au fait de se regrouper autour d'un feu et de raconter une histoire. Donc un chant de Noël a vocation à être raconté aux enfants. C'est un conte, il y a une morale pour créer ensuite des individus responsables qui feront eux-mêmes preuve de charité. Charles Dickens, il est aussi responsable de quelque chose qui est malheureusement trop visible et surtout pendant les fêtes de Noël, c'est qu'il a juxtaposé la notion de charité à la fête de Noël. C'est-à-dire qu'on voit qu'au cours du mois de décembre, il y a des campagnes de dons pour le Téléthon, pour les Restos du Cœur, etc. Mais en fait, tout le monde oublie la notion même de charité dès que les fêtes sont terminées. Personne ne pense à la charité au cœur de l'été quand on va se baigner. Ça, c'est faux. Or, la charité, c'est toute l'année qu'elle est présente, ou du moins il faut faire montre de notre charité, il faut aider les gens autour de nous, et ça il ne faut pas seulement le faire en décembre parce que c'est facile, on y pense, car il y a tout un emballage autour qui nous pousse à le faire, mais non, il faut y penser toute l'année, et ça c'est l'une des problématiques qui a entraîné le succès énorme d'un chant de Noël de Dickens, parce que ça a juxtaposé cette notion de charité avec Noël, alors qu'il faudrait faire ça toute l'année. D'ailleurs, c'est malheureusement une œuvre qui a été tellement surexploitée abondamment qu'elle en a perdu son essence. Donc je vous invite à lire un chant de Noël et surtout si vous avez des enfants, à le raconter autour de la cheminée à Noël avec la morale que vous connaissez, mais surtout à dire à vos enfants que la charité, ça doit être fait toute l'année et pas seulement pour Noël parce que ça fait joli. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.